On va entendre maintenant dans un instant le point de vue plus décentré des observateurs de la profession, ceux qui l'ont finalement ausculté dans les moindres détails. Et pour cela, j'appelle à me rejoindre sur scène Yasmina Benania, directrice chez EY Consulting, et Georges Ducoq, professeur de droit à l'université Paris-Dauphine PSL et directeur de Master 2 droit et RSE. Merci à vous deux. Bonjour. Yasmina Benania, vous étiez intervenue l'année dernière à la tribune du Congrès pour présenter les premières tendances de l'étude EY sur la profession et son économie. Vous avez poursuivi ce travail d'auscultation au plus près de la profession. Quel est votre regard sur cette diversité, diversité territoriale, économique, mode d'exercice, on l'a bien compris? Alors déjà, merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Alors effectivement, la profession de commissaire de justice, je ne vous apprends rien, est une profession riche de diversité, de par sa nature, de par son histoire, et on l'a encore largement entendu ce matin. On l'a également vu dans notre étude EY l'année dernière. Et cette diversité, on peut la voir tant comme une opportunité, une chance, que comme un défi. Alors, tout d'abord, la diversité territoriale, comme vous disiez. Les régions, on l'a encore vu également, sont toutes différentes, ont toutes des spécificités, qu'elles soient socio-économiques, démographiques, géographiques ou même juridiques. Et justement, cette diversité va permettre d'adapter l'offre de services et l'offre tarifaire aux besoins spécifiques des populations locales. Et ça permet justement de renforcer l'égalité d'accès à la justice sur l'ensemble du territoire, fer de lance de votre profession. Deuxième aspect de cette diversité comme étant une chance, la diversité économique, cette fois des offices, qui favorise l'innovation. En adoptant par exemple des technologies comme l'IA générative, on en a reparlé également, les commissaires de justice vont pouvoir améliorer l'efficacité, la réactivité et l'accessibilité de leurs services. Et c'est une chance de notre point de vue, comme je disais, ça favorise l'innovation, ça permet de tirer la profession vers le haut et de montrer par l'exemple ce qu'il est possible d'atteindre avec les moyens et le support adéquat. Et enfin, troisième aspect de cette diversité comme étant une chance, une opportunité pour la profession, c'est la pluralité des modes d'exercice dont vous parliez, qui permet aux commissaires de justice de se spécialiser dans des domaines spécifiques, comme le droit des affaires par exemple, ou encore la médiation. Et ça permet, cette spécialisation, d'enrichir le savoir-faire de la profession et permet d'encore mieux répondre aux besoins spécifiques de vos justiciables. Donc cette diversité, comme je disais, c'est une chance pour la société, pour les justiciables, mais également pour la profession. Mais c'est également un défi majeur, puisque cette diversité peut également générer et accumuler des inégalités et justement générer une justice à deux niveaux, avec d'un côté des offices au modèle économique solide qui vont pouvoir continuer à se professionnaliser, se digitaliser, et de l'autre des offices qui, dans un premier temps du moins, n'auront pas cette opportunité sans le support adéquat, mais également une volonté de faire. Cette diversité est donc une chance à cultiver, mais également un défi qu'il faut continuer à relever. Alors justement, vous avez pu vous entretenir avec de nombreux commissaires de justice. Est-ce que vous avez pu, à cette occasion, identifier des préoccupations, des valeurs partagées ? Oui, le nous était assez présent effectivement dans le résultat de l'étude. Donc, outre les diversités, les professionnels se retrouvent autour de valeurs communes, de préoccupations communes, d'enjeux communs et d'attentes communes vis-à-vis des pouvoirs publics et des instances représentatives. Alors, tout d'abord, les valeurs communes, on en a également parlé ce matin, un attachement particulier au terrain, au contact avec les justiciables, partagé très largement par l'ensemble des sondés de notre étude, mais également des commissaires de justice que nous avons eu la chance d'interviewer. Un maillage territorial également jugé important, avec un objectif partagé de préserver l'égalité d'accès à la justice sur l'ensemble du territoire. Des préoccupations communes également face à cela. On l'a vu dans les résultats du sondage, dégradation du niveau de vie et sentiment de déclassement depuis le rapprochement qui a été perçu par de nombreux commissaires de justice, on l'a encore vu ce matin, comme une dilution des spécialités et de l'image forte respective des deux anciennes professions aux yeux des justiciables. Mais face à cela, plusieurs enjeux, 5 enjeux particulièrement communs et stratégiques pour la profession. Le premier, sans surprise, le maintien et développement de la rentabilité pour plus de 90% des répondants. Suivent ensuite le besoin de renforcer la qualité de service pour plus de 60% d'entre vous, chers maîtres, et qui peut être lié aux 3 autres enjeux prioritaires.
nécessaire recrutement de collaborateurs qualifiés, nécessité de consolider l'offre de formation, tant initiale que continue. Petite parenthèse d'ailleurs sur ce 4e enjeu, c'était un axe qu'on n'avait pas particulièrement mis en avant dans notre étude au départ, mais force a été de constater qu'il en a constitué un axe important, puisque remonté par plus de 50% des répondants. Côté formation initiale, à maintes reprises a été remontée la nécessité de revoir le cursus d'entrée à la profession, mais également la nécessité de donner plus de poids à la formation de commissaire-priseur judiciaire dans cette nouvelle formation de commissaire de justice. Et côté formation continue, on l'a vu, beaucoup de partage de connaissances internes, donc de retour d'expérience interne, mais ce qui a été remonté à maintes reprises, c'est un besoin davantage de formation externe et de formation terrain. Parenthèse fermée, 5e enjeu prioritaire, pas des moindres, nécessaire adaptation aux évolutions technologiques. Et l'intégration de l'IA, on l'a également entendu ce matin, a été le besoin le plus exprimé en matière de digitalisation, surpassant même des besoins plus traditionnels comme la signature électronique ou encore l'espace client. Et d'ailleurs, je ne serais pas surprise de voir ces ratios augmenter aujourd'hui si nous refaisions le sondage. Sur ce dernier point, les données, l'intelligence artificielle, le tournant du digital, ce qui nous a particulièrement interpellés avec mes collègues quand on a fait l'étude, c'est la difficulté qu'ont eu de très nombreux professionnels à nous remonter les données de pilotage de leur étude. Et le nombre de non-réponses liées à cette difficulté montre bien à quel point c'est important et c'est malheureusement assez incomplet l'outillage au niveau des études. Or, je ne vous apprends rien, chers maîtres. Les données sont indispensables pour un pilotage éclairé et efficace de vos structures, quelle que soit leur taille d'ailleurs. On n'améliore que ce que l'on connaît, que ce que l'on mesure. Les données sont également indispensables pour prendre ce fameux tournant du digital et de l'IA générative. Il est maintenant indispensable d'outiller l'ensemble des études. Et dernier point pour répondre à votre question, qui fait ce nous, les attentes cette fois vis-à-vis des instances représentatives et des pouvoirs publics. Côté instances représentatives, 3 axes largement partagés. Besoin de renforcer la représentation des intérêts, notamment auprès des pouvoirs publics. Amélioration de la visibilité et de l'attractivité de la nouvelle profession, notamment suite au rapprochement. Et enfin, pour plus de 50%, le besoin de renforcer les services de support et de conseil pour les offices. Alors bien sûr, ça peut passer par l'accompagnement à la transformation digitale, l'accompagnement au choix du meilleur outil IA, l'accompagnement à la formation de casquettes de chefs d'entreprise. Évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif. Et à côté de ça, 3 attentes auprès des pouvoirs publics. Alors, il y en avait d'autres, mais c'était les 3 principalement partagées. Nécessaire revalorisation du tarif, on l'a encore entendu aujourd'hui, reconnaissance et respect de la profession, et enfin stabilité législative et administrative. Alors une fois ces attentes posées, quelle trajectoire vous voyez pour la profession ? Alors nous, on voit 3 tendances. La première, nous allons sans aucun doute assister à une digitalisation accrue de la profession. Les nouvelles technologies telles que l'IA générative et les plateformes numériques qu'on peut voir également dans ce congrès transformeront non seulement la manière dont les services sont rendus, mais également la manière dont les commissaires de justice interagissent avec les justiciables. Et ce, à l'instar de toutes les professions du droit, on en accompagne certaines et on peut en témoigner, mais bien sûr, ça dépasse largement les professions du droit et les professions réglementées. Cette évolution exigera évidemment une adaptation continue, et on insiste sur le terme continu, des formations et des compétences, et une formation justement adéquate pour garantir que tous les professionnels soient en mesure de tirer pleinement parti de ces outils et de cette transformation, tout en respectant les normes de souveraineté, d'éthique et de déontologie. Deuxième tendance, alors au départ on pensait que ce rapprochement donnerait lieu à davantage d'associations. Aujourd'hui on voit bien que cette association accrue interviendra davantage avec la nouvelle génération qui auront peut-être moins, ou en tout cas un peu moins d'attaches vis-à-vis des 2 anciennes professions. Alors ça pourra passer de façon assez classique par des associations ou des rapprochements, mais également et pourquoi pas, et ça m'a fait plaisir de l'entendre ce matin, comment on appelle ça ? Un coaching cadré entre professionnels, un coaching plus terrain, on va dire, entre professionnels, ex-commissaires de justice, ex-commissaires-priseurs, ex-huissiers de justice, qui se coacheraient, qui se donneraient des conseils plus terrain, en complément bien sûr des formations. Et enfin, la dimension sociale de la profession qui devrait prendre une place de plus en plus
importante. Les commissaires de justice ont un rôle clé à jouer dans la promotion de l'accès à la justice et dans la résolution des inégalités territoriales et économiques qui malheureusement s'accentuent aujourd'hui. Cela nécessitera une approche proactive avec des initiatives à sensibiliser et éduquer le public sur les droits et les recours disponibles. Ça aura forcément un impact positif sur la société, mais également un impact sur l'image de cette nouvelle profession. Merci beaucoup pour ce descriptif très fouillé. Je me tourne maintenant vers vous, Georges Decoq. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine. En tant qu'universitaire, vous avez une vision particulière de tous ces processus. Alors vous, quel est votre regard sur le rapprochement entre ex-commissaire-priseur judiciaire et ex-huissier de justice? Comment vous pouvez nous décrire ce qu'est aujourd'hui la profession? Il y a deux questions là. Ah oui, il y a deux questions. Je vais commencer par la première. Quel est mon regard sur le rapprochement entre les ex-commissaires-priseurs judiciaires et les ex-huissiers de justice? Écoutez, la loi Macron dont on fête les 10 ans, avait un objectif, un rapprochement et une méthode, la progressivité, puisque le texte parle de rapprochement progressif, qui est un euphémisme pour éviter le mot fusion. Mais ce rapprochement, je dois dire qu'il a été partiellement accompli. Il a été accompli au niveau des institutions. Il n'y a plus aucun doute, il n'y a plus qu'une chambre nationale, des chambres régionales, et puis tout un ensemble d'institutions représentatives de la profession. Ce processus légal prévu doit prendre fin en juillet 2026, prochainement, avec la disparition des deux ex-professions. Il y a néanmoins un verre à moitié vide, c'est le fait que les professionnels, et on l'a entendu dans la précédente table ronde, ont encore des réticences, ont encore des activités quotidiennes qui correspondent à leurs anciennes professions. La progressivité, maintenant, qui est la méthode, la progressivité, c'est pas la précipitation, c'est pas la révolution, c'est pas le changement hic et nunc, c'est mettre en place un processus de franchissement d'étape par étape. C'est un processus temporel très long que voulu le législateur pour ce rapprochement de ces deux professions. On est à 10 ans et on voit bien qu'au bout de 10 ans, il reste encore beaucoup de choses à faire, que tout n'est pas fait. Et que pourtant, ces 10 ans ont passé très vite. Ils sont passés très vite parce qu'on n'a pas l'impression qu'on n'a rien fait non plus. Donc, il y a ce processus qui a été voulu par le législateur, qui n'est pas très français d'habitude, puisqu'on aime bien raser gratis, mais qui a quand même des acquis. Il y a un statut commun, il y a des formations communes, il y a une déontologie commune, une discipline commune, des représentations unies. Il y a des acquis. Et l'acquis qui me semble le plus important, ce n'est pas celui qui est juridique. L'acquis le plus important, à mon avis, c'est le changement de mentalité, c'est le changement d'état d'esprit, c'est le fait d'avoir appris à se connaître pendant ces 10 dernières années. On est parti, pour certains, d'une franche hostilité à une défiance assumée, à une confiance pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est ça qui me semble le plus important de ce qui s'est passé ces 10 dernières années. C'est cet état d'esprit, cette mutation des têtes qui, et je dois le dire, et je tiens à le remercier, grâce à la volonté politique du président Santoire et à son bureau précédent, qui ont une politique de compréhension mutuelle, de respect mutuel, pour aboutir à pouvoir créer dans les cœurs, dans les têtes, dans les reins, quelque chose qui dépasse l'exigence législative et sans lequel rien ne peut éclore. C'est le terreau indispensable de la future profession. Et j'espère que le nouveau bureau, que par ailleurs je félicite au passage, aura à cœur de continuer cette politique de rapprochement. Votre deuxième question? Décrivez-nous ce qu'est aujourd'hui la profession. Alors, Madame l'a fait de façon très rigoureuse d'un point de vue économique.
Ce matin, ma collègue Soraya Nramni-Meki l'a fait aussi. Et on est à peu près en accord. Moi, j'ai rien à redire à ce qui a été dit. Une diversité d'exercices, mais beaucoup de professions sont diverses. Les notaires sont très divers. Alors, les avocats, n'en parlons pas. Hein. Il y a autant de professionnels qu'il y a d'avocats. Et vous, c'est la même chose. Donc, une profession juridique dans laquelle il y a une diversité d'exercices. Il y a le commissaire de justice des champs, le commissaire de justice des villes, le commissaire de justice ex-huissier, le commissaire de justice ex-CPJ, le commissaire de justice tout seul, le commissaire de justice qui exerce dans une grosse société. Bon. Bref, tout cela, toutes les professions le connaissent. Et cette diversité, on peut soit la cultiver, penser, soit la combattre, mais je ne pense pas que ça soit utile, parce que c'est une forme de richesse, et de toute façon, elle est consubstantielle à l'environnement de l'exercice. Évidemment, en Saône-et-Loire, on n'exerce pas comme à Lyon ou comme dans le centre-ville de Paris. Voilà, je veux dire, c'est pas une grande idée de dire ça. Mais ce qui est, comme l'a souligné ce matin aussi ma collègue Soraya, c'est que tout cela se pose sur un statut et surtout des valeurs communes. Vous avez des valeurs communes qui transcendent votre diversité, votre statut d'officier public ministériel, les exigences d'humanité, de rigueur, de probité, de célérité, d'expertise, d'indépendance, d'impartialité, de discrétion. Et il y en a une sur laquelle j'aimerais insister et qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure, qui me semble indispensable pour aller de l'avant, c'est la confraternité. La confraternité, parce que c'est une valeur qui engage les uns vis-à-vis des autres pour se retrousser les manches vers le futur et non plus regarder vers le passé. C'est cette valeur qui permet d'accepter l'autre dans sa diversité, de cultiver, de laisser s'exprimer et de considérer que d'être autrement, minoritaire, n'est pas forcément quelque chose de grave. Alors, on l'a bien compris, avec vous, avec tous les intervenants, les commissaires de justice sont à l'aube d'un nouveau cycle. Selon vous, quelles trajectoires sont les plus probables ? Alors, vous me demandez de jouer à la Madame Irma. Eh oui. Je ne sais pas faire. Je n'ai pas de boule de cristal, mais enfin, anticiper l'avenir, c'est surtout parler du présent. Il y a trois mutations qui me semblent importantes, qui se dessinent avec des quasi-certitudes, qui vont avoir, si on réfléchit à court terme, un impact sur l'évolution de la profession, et il faut combiner ces impacts. Trois phénomènes. Tout d'abord, l'évolution démographique, non pas générale de la France, mais l'évolution démographique interne à la profession. Comme l'a dit tout à l'heure l'un des intervenants précédents, la profession changera le jour où une majorité d'entre vous seront des commissaires de justice qui n'auront jamais été ex-huissiers ou ex-commissaires-priseurs. On l'a vécu, moi je l'ai vécu dans la profession de commissaire-priseur avec la réforme de 2000. Il y avait les commissaires-priseurs qui avaient connu le statut de commissaire-priseur avant la loi de 2000 et ceux qui l'avaient connu après la loi de 2000. Et ils ne pensaient pas leur profession de la même façon. De la même façon, dans votre profession, il y aura ceux qui auront connu le statut ancien et qui auront exercé leur profession dans le statut ancien, et ceux qui ne l'auront pas connu. Et quand ils seront une majorité dans votre profession et qu'ils seront en mesure de prendre le pouvoir dans les instances représentatives, les choses changeront. Ça, c'est pour ça d'ailleurs que dans sa grande sagesse, le législateur a voulu une évolution progressive, parce que c'est là où la rupture sociologique véritable interviendra. Et ça provoquera, à mon avis, mais je peux me tromper, parce que, encore une fois, je ne suis pas devin, c'est que la séparation entre l'actuelle profession de commissaire-priseur qui fait des ventes volontaires et celle de commissaire-priseur qui fait des ventes judiciaires se séparera définitivement et il y aura
un écart plus grand qui se creusera. Merci. Deuxième... C'était le premier point, j'attends les autres. Deuxième point, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur la profession. Il y a deux impacts. Il y a un impact interne sur la structuration des offices. Et je pense que le modèle économique de vos offices, qui sont radicalement différents aujourd'hui, vont s'uniformiser. Et que petit à petit, peut-être que les obstacles au rapprochement qui existent aujourd'hui du fait de la structuration interne des offices et des bureaux va converger et peut-être permettre des rapprochements peut-être plus rapides que prévu. Troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'était la déjudiciarisation. La déjudiciarisation qui est en réalité une opportunité pour les commissaires de justice de pouvoir proposer, élargir leur gamme d'actes, de compétences, parce que, et c'est relié à votre statut. C'est comme le disait tout ce matin Soraya, encore une fois, que je cite décidément beaucoup, mais votre statut particulier qui ne fait pas de vous un professionnel libéral comme les autres, mais un officier public ministériel, vous confère des prérogatives, mais aussi des devoirs qui vous permettent de recevoir la confiance de vos interlocuteurs pour pouvoir exercer de nouvelles compétences dans ce mouvement général de déjudiciarisation. Je crois que c'est quelque chose de plutôt plutôt optimiste, pardon. Restons plutôt sur de l'optimisme. Pessimiste, si on veut, d'un côté, optimiste de l'autre. Et je crois que tout cela conjugue pour croire que la profession de commissaire de justice a un avenir devant elle. Merci infiniment à vous deux. Merci à tous les intervenants.